Alors, je vais vous proposer, comme l'a dit Mme Leroy, j'ai une pratique qui est en gestion de l'armature commerciale urbaine, c'est-à-dire que j'ai un biais favorable en faveur de la ville lorsqu'on parle de commerce de détail. Et un biais, c'est-à-dire que je cherche à avoir, dans le fond, des critères d'insertion de la fonction commerciale plutôt que l'inverse, ce qui est souvent le cas maintenant à peu près partout. Alors, dans ces conditions, ce que j'aimerais vous présenter, ce serait quelques caractéristiques, dans le fond, d'une fonction commerciale, je dirais harmonieuse, non pas en équilibre, mais harmonieuse avec son contexte urbain. Et dans cet esprit, je pense qu'actuellement, on est plus que dans un cas de revitalisation, dans un cas de reconstruction d'un quartier. Et donc, les méthodes diffèrent un petit peu des méthodes de revitalisation conventionnelles, méthodes que j'ai eu à utiliser pendant une bonne vingtaine d'années. On dit que le monde est une ville. Le 21e siècle, dans le fond, sera l'âge de la ville. Pourquoi? Parce que les villes ne représentent que 2 de la surface de la planète, mais produisent 80 de son produit économique et comptent pour 70 de sa consommation d'énergie. L'enjeu n'est pas tant de réduire la croissance, dans le fond, que de la transformer de manière durable, notamment en matière commerciale. On dit que depuis 2008, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les populations vivent dans des agglomérations urbaines qui dépassent celles qui vivent dans des agglomérations rurales. Selon les prévisions de l'ONU, le taux d'urbanisation ira en croissant, car apparemment, en 2030, ce sera 59,7 de la population qui vivra dans la ville. En 2050, 69,6 On comprendra que cet afflux, dans le fond, de cette densité de population va obligatoirement changer, va provoquer des changements dans la façon de proposer une fonction commerciale. Alors, on ne fera plus ça de façon linéaire, à dire j'ai eu du logement, puis ensuite j'ai un centre commercial, j'ai du logement, j'ai encore du centre commercial. Je pense que ce sera plus imaginable de faire ce genre de réflexion-là. La première question, dans le fond, qu'on se pose quand on parle de créer un quartier, puis je l'ai entendu pendant pratiquement toute la journée, à qui fait-on affaire? Quel est l'usager anticipé? Je n'ai pas entendu la réponse, j'ai entendu des questions. OK, là-dessus aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas encore à qui on s'adresse. Or, en matière commerciale, le commerce n'est pas un élément moteur de l'économie. L'industrie l'est, les services le sont, la résidentielle l'est. Quand tout le monde est bien équipé, à ce moment-là, le commerce arrive ensuite en disant « Ah, c'est ça que vous êtes, à ce moment-là, j'ai quelque chose à vous offrir ». Alors, par exemple, la première des questions qu'on a au niveau de l'usager anticipé, c'est quelles sont ses attentes. Il y a différentes sortes d'attentes en matière de consommation. La première en est une de pertinence commerciale, le portfolio, si vous préférez. Alors, par exemple, dans le cas du Vieux-Montréal, on pouvait souvent dire, on peut manger, mais comment est-ce que je peux résoudre mon mal de tête? Puis où est-ce que je peux accrocher un tableau sur mon mur? Il y a déjà des résidents qui m'ont dit, j'ai pas le droit d'avoir mal à la tête dans le Vieux-Montréal, il n'y a pas de pharmacie. Je ne peux pas accrocher un tableau, il n'y a pas de marteau. OK? Alors, dans un deuxième cas, où est-ce que je peux faire nettoyer mes vêtements? Je connais des gens qui vont à Saint-Lambert faire nettoyer leurs vêtements, qui parlent du centre-ville, qui parlent du Vieux-Montréal, parce qu'il n'y a rien pour pouvoir servir leurs besoins. Par exemple, où est-ce que je ne vois pas, où est-ce que je peux faire ajuster mes lunettes, parce que le mix commercial qui est offert n'est pas suffisant pour offrir ce genre de service. Alors, j'ai des attentes en accessibilité de service. L'accessibilité n'est pas juste, je suis près de la porte du magasin. J'ai évidemment une proximité physique qui est importante, mais j'ai surtout une proximité temporelle. C'est-à-dire, à différentes heures de la journée, j'ai accès à X, Y, Z du produit ou service dans ma communauté. J'ai un besoin de service à la clientèle. Le service à la clientèle, c'est que je peux me faire commander, je peux me faire livrer, je peux commander par Internet ou de différentes autres façons. Alors, j'ai ce type d'accessibilité-là qui m'est obligé. Vous parlez de jeunes familles ou de jeunes ménages branchés. Bien, ça va arriver vite, ce besoin-là, d'être branché. J'ai des besoins qui sont technologiques. C'est sûr que je veux du Wi-Fi, je veux de la haute vitesse. De la vraie haute vitesse, là, pas de la satellite, de la TV satellite, je veux des vraies choses. Je veux aussi les services professionnels. J'en parlerai tantôt de l'impact de création d'un logement, qu'est-ce que ça a sur le commerce de détail. Je vous mentionne ça dans un instant. Et j'ai aussi des attentes en matière d'espace. Pourquoi? Parce que j'ai une attente en matière de cohésion commerciale. Tous ceux qui se sont promenés en Europe, je suis sûr que vous ne vous êtes pas promenés dans un parc industriel en disant « Ah, c'est donc bien beau ici ». Vous vous êtes promené plutôt dans les centres-villes en disant « Ah, c'est donc charmant, OK, la façon dont c'est organisé, OK, le traitement des portes, OK, l'aménagement des façades, les vitrines, etc., le petit caractère particulier de toutes les villes que vous avez visitées. » Cette cohésion commerciale-là est attendue. Elle n'est jamais définie, mais elle est attendue au niveau du consommateur. Et bien sûr, comme Mme Griffin le dirait certainement, j'ai besoin d'un environnement qui est sécuritaire. En matière de besoins, les clientèles génèrent toutes sortes de besoins. Alors, dépendamment du type de quartier, du type de clientèle, il va falloir faire certains choix.
Alors, par exemple, le lieu ou le quartier ne peut pas être la destination de tous les choix. Pourquoi je vous dis ça? J'ai retenu 5 000 ménages, j'avais ça comme donnée avant de préparer ce document. 7 000 ménages, grosso modo, si on fait des évaluations commerciales, ça représente des ventes de 160 millions de dollars. 160 millions de dollars, si je traduis ça maintenant en superficie, ça me donne grosso modo 41 000 mètres carrés de commerce de détail. Tous ces mètres carrés-là ne seront pas nécessairement la destination locale. En d'autres termes, je ne m'attends pas à avoir un Walmart dans le quartier. Je vais peut-être m'évader vers l'extérieur pour aller en chercher un. Toutefois, à l'intérieur de ces besoins totaux-là, il y aurait peut-être un 15-20 000 mètres carrés qui seraient plus des commerces de proximité, des commerces plus particuliers, des commerces donnant lieu à des entrepreneurs, alors qui vont, à ce moment-là, moduler mon portefeuille commercial. Alors, dans ce sens-là, on ne s'agit pas ici d'incorporer la banlieue dans le nouveau quartier, c'est-à-dire en y retrouvant tout ce qu'on souhaiterait. Par contre, il faut reconnaître que de l'autre côté, ces grandes surfaces-là, qui sont a priori pas celles que l'on chercherait à recevoir dans le quartier, font aussi des efforts pour s'incorporer maintenant dans ce genre de nouveau quartier-là, parce qu'ils voient justement qu'il n'y a plus de place à l'extérieur. On voit déjà, je pense aux États-Unis, des Walmart qui font partie maintenant d'un mixed-use, d'un projet de 3 fonctions urbaines, dans lesquelles il va y avoir des bureaux, du résidentiel et, entre autres, la fonction commerciale. On le voit à Toronto aussi, il y a ce genre d'usage-là. Alors, donc, les petites surfaces sont privilégiées, mais il n'y aura pas que ça non plus à attendre. Il y a une logique d'implantation qui va être importante. Cette logique-là tient compte de quelques facteurs, d'autres, on l'a mentionné déjà au départ, le rez-de-chaussée, il faut qu'il soit occupé par du commerce. Pas des garages, pas des banques, pas des entrées de stationnement souterrain, pas des terrains vacants, pas des trous. Ça prend du commerce, du mur à mur. Alors donc, il n'est pas interrompu par d'autres fonctions urbaines. Il n'y a pas d'entrée de stationnement intérieur, je l'ai mentionné, puis ça brise sur une vision des choses. Et il y a aussi une politique d'affichage commercial. Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, mais ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie des caractéristiques, là, dans le fond, d'attractivité d'un commerce. D'autre part, ça prend autre chose. Ça prend ce que j'appellerais de la connexité. Qu'est-ce que de la connexité? C'est un rapport étroit, une liaison entre deux ou plusieurs choses. On a entendu tantôt, jusqu'à maintenant, des rapports avec d'autres quartiers, des rapports avec le contexte environnant, dans le fond, de Griffintown. Moi, je fais plutôt référence ici aux éléments de référence, aux éléments de relation à l'intérieur du quartier. En d'autres termes, la ligne ici au centre référerait davantage à ce qu'on retrouve dans un quartier conventionnel où on est loin de tout. On ne travaille pas dans le quartier. Ça ne veut pas dire qu'on va magasiner dans le quartier. Nos amis ne sont pas dans le quartier. Notre réseau social n'est pas nécessairement dans le quartier. Alors que si on a une chance d'obtenir de plus en plus de ces réseaux-là, de ces éléments, de ces nodes-là à l'intérieur du quartier, on enrichit de façon systématique la notion de connectivité, la notion de connexité dans le quartier. On enrichit aussi le phénomène de quartier. Alors, c'est plus juste une collection de silos indépendants que sont les ménages, mais bien un lieu où on peut commencer à créer un lieu de vie. Alors, dans cet esprit, c'est important d'avoir une structure territoriale qui favorise l'appartenance du fait d'un haut taux d'utilisation de ces équipements. Alors, nécessairement, on ne parle plus juste de résidentiel, mais on parle d'un tas d'autres choses qui doivent être inclus à l'intérieur du quartier. Regardez les émissions télévisées comme Friends puis d'autres, là. How I Met Your Mother, je ne sais pas si vous écoutez ça. Ce qui est intéressant, c'est que tout se passe autour, justement, de phénomènes à l'intérieur du quartier. On se déplace d'un restaurant, d'un copain, d'un ami, etc. On est toujours proche. Alors, ça permet une plus grande convivialité et une plus grande accessibilité piétonne aussi à l'intérieur du quartier. Enfin, au niveau de la gestion de l'armature commerciale, et ça, c'est fonction des observations que je vois, moi, à l'extérieur de Montréal, enfin un peu partout au Québec. Quand on fait une planification, ça donne lieu à une programmation des types commerciaux. En d'autres termes, si vous me dites qu'il va y avoir tant de 1000 ménages sur le territoire, si je dispose d'un certain profil de ces ménages, je vais pouvoir programmer systématiquement ce que pourrait être une fonction commerciale. Mais cette fonction commerciale-là, elle n'est jamais fixe. Elle est évolutive, puis elle est surtout organique. Pourquoi organique? Parce qu'on voit à usage qu'il y a de 10 à 30 du commerce qui tourne annuellement, à peu près dans tous les endroits, pour toutes sortes de raisons, là. Alors, l'enjeu de pertinence doit être également modulé. Alors ça veut donc dire qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des modifications, il va y avoir des déménagements, il va y avoir des agrandissements, il va y avoir des façons différentes d'offrir le commerce. Et ça a un effet sur la question d'image, ça a un effet sur la question d'animation. Mais ces changements-là viennent souvent briser
cette notion de cohérence à l'intérieur d'un quartier commercial. Et dans cet esprit, beaucoup de municipalités utilisent soit des SDC, des sociétés de développement commercial. On commence à voir apparaître à beaucoup d'endroits des services de développement commercial qui agissent à l'échelle de la municipalité. Alors ici, sans proposer quelque chose de similaire, on pourrait certainement penser à un mécanisme d'arbitrage de la fonction commerciale à l'échelle du quartier pour maintenir sa pertinence. Et là, je pense davantage à un protocole qui pourrait exister, par exemple, entre les propriétaires immobiliers et la fonction commerciale. On aurait dans l'esprit des choses, on aurait un gestionnaire de la fonction commerciale sur l'ensemble du territoire. Ça pourrait être drôlement intéressant que de le penser comme ça, parce qu'on le penserait en termes du quartier, non pas en termes « j'ai un local à louer dans un édifice seulement ». Pourquoi dire ça? Parce qu'on essaie d'insérer ici une pensée urbaine sur le construit commercial. Alors, si je fais la sommation des initiatives privées en matière de commerce de détail, on va le vouer assez rapidement à une faillite commerciale. Pourquoi? Parce que la fonction commerciale ne se préoccupe jamais de la fonction urbaine, ne se préoccupe jamais de la fonction spatiale. Elle n'a aucun intérêt pour ça. Je le sais, j'ai posé la question des propriétaires immobiliers, j'ai posé la question des développeurs immobiliers. On s'en fout carrément. Alors, l'idée, c'est quand on leur propose plutôt certaines contraintes à l'aménagement, on s'aperçoit que parce qu'il y a une présence de marché, ces entreprises-là décident de dire « OK, fine, je vais jouer la partie que vous me proposez ». Alors, le bénéfice de ça, c'est minimiser les écarts de pertinence dans le commerce, donc assurer une certaine cohésion. C'est optimiser aussi la logique commerciale dans le quartier. Quand je dis optimiser, au lieu d'avoir un seul restaurant coréen, il pourrait en avoir 3, 4, 5 sortes de restaurants ethniques qui vivent tous très bien. Et on s'aperçoit que les gens font très bien le tour de l'ensemble de la restauration. Alors, il y a une façon d'imaginer cette programmation-là qui bénéficie à l'ensemble des besoins du quartier, à l'ensemble des besoins du contexte aussi des usagers. Et enfin, ça permet de générer la dynamique commerciale. En l'essence, le commerce se planifie. C'est ça la chose que j'ai à vous passer. Merci.